Ok, voilà, donc visiblement il y a eu un souci avec l'enregistrement de la vidéo cours 5 supplémentaire. Donc il y a une vidéo d'une vingtaine de minutes qui n'a pas de son. Je vais la laisser en ligne, comme ça vous avez l'image qui se construit petit à petit. Mais je vais reparcourir le contenu de cette vidéo ici maintenant, peut-être un petit peu plus vite. Donc je vais reparcourir la matière qui a été étudiée dans cette vidéo. Alors, de quoi ça causait? Ça causait, c'était un retour sur une matière vue au cours théorique, où je parlais de variables aléatoires discrètes et continues. Et donc, dans cette première vidéo, c'était le début de ce rappel, et donc ça parlait des variables aléatoires discrètes, et ça allait de où à où? Ça allait d'ici, peut-être mettre ça en rose, comme ça c'est peut-être plus clair, en rose. Ça allait d'ici à... ici, je crois. Donc on va vite reparcourir cette matière, et essayer de réexpliquer un peu ce que je racontais dans cette vidéo. Donc dans la vidéo cours 5 sup. Cours 5 sup 1. Alors, de quoi je causais? Je disais qu'on allait parler d'espérance, un des concepts clés des probas, c'était l'espérance et la variance d'une variable aléatoire. Donc pour rappel, une variable aléatoire, c'est une fonction qui part d'une expérience aléatoire oméga et qui transforme les résultats de cette expérience aléatoire en nombre réel. Et elle le fait comment? Soit, si jamais il y a un nombre fini ou dénombrable de résultats différents, on parle de variable aléatoire discrète. Et s'il y a un nombre infini indénombrable de valeurs différentes, alors on parle de variable... Enfin, non, c'est même pas exact. Donc s'il y a un nombre... s'il existe une fonction... S'il y a un nombre infini indénombrable de valeurs différentes, et s'il existe une fonction petit f telle que les probabilités se calculent en regardant l'aire sous cette courbe, donc s'il existe une courbe petit f telles que les probabilités associées à f se calculent comme étant l'aire sous la courbe, alors on parle de variables aléatoires continues. Et donc il y a deux types de variables aléatoires principaux que vous devez connaître. Ce ne sont pas les seuls, d'où ma petite hésitation tantôt. Il y a les variables aléatoires continues, celles pour lesquelles il existe une fonction de densité, et les variables aléatoires discrètes, celles qui ont un nombre fini ou dénombrable de valeurs différentes. Alors les propriétés de base des variables aléatoires, c'est quoi? C'est quelques résultats qu'on a vus dans le syllabus, ici dedans, qui disent des choses qui sont en fait évidentes, mais qui servent quand même à permettre de vérifier si les objets qu'on manipule sont bien des lois de proba. Donc, première chose qu'on avait remarqué au cours théorique que j'ai rappelé dans ces notes, c'est que, étant donné que x est à valeur dans R, bien entendu, la probabilité que x soit un nombre réel, c'est 1, parce que x il est de toute façon quelque part dans R. Donc c'est comme demander la probabilité de oméga. Ça, c'est la même chose que la probabilité de oméga. Et ça, par les axiomes des probas, ça vaut 1. Du coup, la probabilité qu'une variable aléatoire soit un nombre réel, c'est 1. Et comme la probabilité de x dans R, c'est simplement la probabilité que... Je vais peut-être rajouter un peu de détail ici. Ça, c'est quoi? C'est la probabilité que x soit égal à x1, ou x soit égal à x2, ou x soit égal à x3, ou etc. Donc je mets 3 petits points. Étant donné qu'on a ceci, cette probabilité-là, ça vaut évidemment, par l'axiome, je ne sais plus combien de la définition, ça vaut la somme des probabilités individuelles. Et donc, comme la probabilité que oméga c'est 1, la somme des probabilités individuelles, ça vaut 1. Ça ne dit rien d'autre que le fait que vous savez que les sommes des probas des événements différents de valeur 1. Donc ceci est un résultat totalement intuitif. Une autre chose qu'on peut déduire de ce résultat, c'est que, évidemment, toutes les probabilités individuelles sont quelque part entre 0 et 1. Puisqu'une proba, si jamais une proba ne peut pas être négative, ça fait partie des axiomes, et si jamais il est impossible qu'un des PI soit plus grand que 1, parce que ce sont tous des probabilités. Après, j'avais donné quelques exemples. Donc, on avait commencé par des exemples du cas où le nombre de valeurs différentes possibles était fini, et puis on avait fait un exemple de cas où le nombre de valeurs différentes possibles était infini. Donc, commençons par le cas où c'était fini. J'avais pris un exemple, on avait 3 valeurs différentes, 1, 2 et 3. Et si on a 3 valeurs différentes, donc ça ce sont mes x,
Associé à ça, on peut avoir différentes formes de P. On pourrait avoir un tiers, un tiers, un tiers. Ça, ce serait une expérience qui serait en fait uniforme sur l'ensemble 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'on peut avoir 1 avec probabilité 1 tiers, 2 avec probabilité 1 tiers et 3 avec probabilité 1 tiers. C'est comme lancer un dé équilibré à 3 faces. Mais on pourrait ici aussi imaginer avoir un quart, un demi. Parce que 1 quart plus 1 quart plus 1 demi, ça fait bien 1. On pourrait aussi décider d'avoir 0.1, 0.9 et 0, par exemple. En fait, n'importe quel triplet de nombres P1, P2, P3 qui somme à 1 vous donne une loi de proba sur l'ensemble à 3 éléments, 1, 2 et 3. Alors si on veut généraliser ça un petit peu à la matheux, on peut aussi imaginer avoir un ensemble, avoir une expérience qui prend un nombre n de valeurs différentes, par exemple 1, 2, 3 jusqu'à n. Et alors on pourrait de nouveau mettre une loi uniforme là-dessus, 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n pour tout le monde. Ou alors on pourrait avoir 1 demi et puis 0. Ou alors on pourrait avoir, je sais pas moi, un tiers, 1, 0, 0, 0, et puis un tiers, et puis tous des zéros. Voilà. Donc dès qu'on a une somme de nombres, une suite de nombres qui somme à 1, comme ici, comme là, on a une loi de proba qui est associée. Alors j'avais décidé de vous donner un exemple, peut-être un peu plus compliqué, où on vous disait, supposons que la probabilité de voir apparaître 1 soit proportionnelle à 1, que la probabilité de voir apparaître 2 soit proportionnelle à 2, et ainsi de suite. Donc la probabilité d'observer un des nombres ici était proportionnelle au résultat, donc 1, 2 jusqu'à n. Ça veut dire quoi en langage matheux? Ça veut dire que la probabilité que la variable aléatoire avale la valeur i, c'est un certain nombre, une certaine constante alpha fois i, parce que c'est proportionnel à i. Alors, de nouveau, comment est-ce qu'on calcule ce alpha? On revient au début, on sait que la somme des probabilités doit faire 1. Pourquoi? Parce qu'on sait que la somme des probabilités doit faire 1, c'est ce qui est marqué ici. Si la somme des probabilités doit faire 1, c'est que la somme des alpha i doit faire 1. Et si la somme des alpha i fait 1, le alpha il peut sortir. Et donc je retrouve avec alpha fois la somme des i. Et alpha fois la somme des i fait 1. Ça me dit que alpha c'est égal à 1 sur la somme des i. Et donc ce que je sais, c'est que si je reviens dans ma formule ici, je sais que cette probabilité doit valoir quoi? Elle doit valoir i sur la somme des alpha i. Ça c'est ma probabilité. Alors il se trouve que cette somme des alpha i, on peut la calculer facilement. Par exemple, si n vaut 1, la somme des 1 des i, ça vaut 1. Si n vaut 2, la somme des i, c'est 1 plus 2. Donc ça, c'est juste 1. Ça vaut 3. Ici, ça va être 1 plus 2 plus 3, ça vaut 6. Si n vaut 4, ça vaut 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça vaut 10, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, ici, ma probabilité, c'est lisible, ça? Ça fait 1 tiers, 2 tiers. Pourquoi? Parce que ici, c'est proportionnel à 1 fois cette constante-ci, enfin 1 sur cette constante-là, donc 1 tiers, proportionnel à 2 fois 1 sur cette constante-là. Si n vaut 3, c'est 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, etc., etc., etc. Alors je faisais la petite remarque que si jamais, en principe, vous avez déjà vu à l'école le fait que la somme des i se calcule directement, et ça fait n fois n plus 1 sur 2. Et j'avais dit, faites ça comme. Si vous ne l'avez jamais vu, faites la preuve de ce résultat-là en exercice, soit par récurrence, soit il y a une preuve directe qui est assez facile à avoir. Du coup, si jamais ceci est vrai, et c'est le cas, donc vu que ceci est vrai, le alpha, on a une forme le alpha. J'ai écrit une bêtise ici. Alpha vaut pas un tiers, il vaut 1 tiers. Ici, il vaut 1 sixième. Pardon. Ici, il vaut 1 sur 1. Donc si la somme des i vaut n fois n plus 1 sur 2, le alpha vaut l'inverse de ceci. L'inverse de ça, c'est 2 sur n fois n plus 1. On inverse. Et donc on a une formule explicite pour nos probas qui est ici. C'est la 2 sur n fois n plus 1 fois i, pour i qui est entre 1 et n. Alors j'avais donné un petit exercice que je vous conseille de faire, c'est de faire le même exercice, faire la même chose qu'ici, et donc de calculer la loi lorsque la probabilité de voir apparaître un résultat est inversement proportionnelle au résultat donné. Donc on vous dit quoi? Je vais rien écrire. Donc vous devez chercher la façon de calculer les probabilités associées à l'expérience où vous choisissez un nombre entre 1 et n, et la probabilité de voir apparaître i est inversement proportionnelle à i. Alors l'étape d'après, c'est un exemple de cas où le nombre de possibilités était infini. Donc là on avait un nombre fini, 3, n, on pourrait avoir d'autres choses.
Ici, j'avais pris un exemple infini, donc je disais, bon, on prend une variable aléatoire qui prendra les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc toutes les valeurs naturelles. Et l'expérience, c'est une façon de construire une variable aléatoire qui prend ces valeurs là-dedans, c'est de considérer une expérience où on lance une pièce jusqu'à voir apparaître un résultat pile. Et x serait le nombre de lancers nécessaires pour voir pile. Donc si x vaut 0, ça veut dire qu'on a attendu 0 lancé pour voir pile, ça veut dire que pile a eu lieu au premier coup. Si x vaut 1, ça veut dire qu'on a d'abord eu face et puis pile. Si x vaut 2, c'est qu'on a eu face, face, puis pile. Si x vaut 3, c'est qu'on a eu face, 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 puis pile. Si x vaut 14, c'est qu'on a eu 14 faces et puis un pile. Quelle est la probabilité de voir pile du premier coup? C'est 1 chance sur 2. Quelle est la probabilité d'avoir d'abord face et puis pile? C'est 1 chance sur 2 pour le face et puis 1 chance sur 2 pour le pile, ce qui fait donc 1 demi au carré. Quelle est la probabilité d'avoir face, face, puis pile? C'est 1 demi, 1 demi, 1 demi, donc 1 demi au cube. De manière générale, quelle est la probabilité que x soit égal à k? On doit avoir k 1 demi pour les k premiers faces et puis un pile après. Alors, là, on a calculé la loi et on remarque que cette loi, elle prend ses valeurs sur le naturel. Il n'y a pas de borne, ça ne s'arrête pas à un nombre donné de lancers. Pourquoi? Parce que rien ne dit qu'on ne peut pas avoir vraiment pas de chance et de devoir attendre 1 milliard de lancers avant de voir le premier pile. C'est très peu probable, mais ce n'est pas impossible. Donc notre variable aléatoire ici, elle vit sur un ensemble non borné, infini, mais dénombrable, parce que c'est un infini qui est dans une liste. On a liste et on a le zéroième, deuxième, premier, deuxième, etc. On a une liste, et donc c'était ça la définition d'un ensemble dénombrable, c'est un ensemble qu'on pouvait énumérer. Alors, donc pas besoin d'utiliser la propriété cette propriété-ci pour déterminer une constante. Par contre, on peut remarquer que cette propriété-là est toujours vraie. Et ça, on peut le checker dans ce cadre-ci, parce que cette somme-là, ça donne quoi? Ça donne la somme des 1 demi à la puissance k plus 1. Et la somme des 1 demi à la puissance k plus 1, ça se calcule. Comment? Le 1 demi puissance k plus 1, le 1, il peut sortir. Donc je me retrouve avec 1 demi fois la somme des 1 demi puissance k. Et là, vous allez utiliser la formule qui est marquée juste en dessous, qui est que la somme de nombres à la puissance k, si ce nombre est strictement plus petit que 1, cette somme-là, elle vaut 1 sur 1 moins le nombre. Donc ici, j'ai quoi? J'ai 1 sur 1 moins le nombre. 1 sur 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Le 1 demi et le 1 demi se tuent, et donc ça me fait bien 1. Alors là, de nouveau, j'utilise une formule que la plupart d'entre vous connaissent. Certains d'entre vous ne la connaissent pas, alors essayez de la prouver. De nouveau, je crois que j'ai déjà dit, si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez ou vous appelez votre assistant, ou encore mieux, vous vous appelez entre vous, et on pourra vous l'expliquer.